Bonjour, bonjour, ici Sylvain Lessard qui vous accueille à un autre Chasse et Pêche Express. Comme à mon habitude, un peu plus tard à l'émission, je vous donne quelques petits conseils de pêche. Mais tout d'abord, mon expédition de la semaine, direction la Naudière, une des plus grandes pourvoiries que j'ai eu le plaisir de visiter, soit la pourvoirie Trudeau. Tellement grande qu'il y a 2 accès au territoire, mais vous allez voir, je me suis concentré dans un tout petit lac et quelle surprise nous y attendait. On regarde ça ensemble. Vous savez, dans mes reportages, au nombre d'endroits que je visite, quelquefois, j'ai pas le temps de tout faire, mais j'aime aller visiter avant pour un peu faire l'analyse des lieux, voir qu'est-ce qui m'attend, l'hébergement. Alors, c'est ce que j'ai fait cet été. J'ai arrêté à la pourvoirie Trudeau. Et M. Auger m'a fait visiter un peu ses installations. Bel hébergement, mais ce qui m'a surtout chaviré, c'est la grandeur de son territoire. Ça fait à peu près toute la route entre Sainte-Émilie-de-l'Énergie et Saint-Zénon, dans la Naudière, un immense territoire, plusieurs chalets et évidemment un gros potentiel, assez qu'il y a 2 entrées indépendantes pour avoir accès à la pourvoirie Trudeau. Donc, une fois que j'ai visité une partie du territoire avec Marcel, il m'a montré une superbe plage, entre autres, avec des jeux de famille. Puis je vous invite à regarder qu'est-ce qu'on a fait ensemble lors de cette journée. Monsieur Auger, j'imagine. T'emmènes le soleil avec toi? Ben oui, regardez la belle journée. Hey, content de vous voir. Tiens, justement, mon Sylvain, le soleil, ça va t'aider, ça, les coups. Ah, ben c'est gentil. Parlez-moi de ça. Belle attention, en effet. Donc, toi, Marcel Auger, famille de pourvoyeurs, j'ai su dans la Naudière que vous étiez quelques-uns impliqués là-dedans, directeur ici et propriétaire également. Je suis surpris de la grandeur de ton territoire, Marcel. 52 km, c'est grand. C'est grand. C'est grand. Il y a 27 lacs. 27 lacs. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui sont en chalet ici, exemple au lac Jobin, bien, durant le séjour, ils peuvent aller sur un des 27 lacs. Ils peuvent changer de lac. Ah oui. Ça, c'est le fun aussi, là. Des espèces de poissons qu'on y pêche, principalement. De la truite mouchetée, de la truite arc-en-ciel. OK. C'est mêlé dans les lacs. Ah oui, on sait jamais qu'est-ce qu'on attrape. C'est pas. La plupart des lacs, là, il y en a qui sont juste de la mouchetée, mais la plupart, c'est mêlé. Mouchetée et arc-en-ciel. Ça, c'est une surprise à chaque fois. Ben oui. J'ai remarqué que le long de la Grande Route, il y a 2 entrées principales. Une entrée qui a une genre de grosse auberge. Ça vous appartient également, ça? Oui, l'auberge La Glacière. La Glacière. C'est notre accueil est à l'intérieur de l'auberge La Glacière. Nos locaux sont là, c'est pas à nous. Puis ça, c'est l'accueil nord. Puis il y a l'accueil sud, où ce qu'on est actuellement. Parce que c'est tellement grand que ça prend 2 accueils. Ça prend 2 accueils. Ah, oui. Et ici, c'est-tu du plan américain, du plan européen? Comment tu fonctionnes avec les chalets? C'est du plan européen. OK. Chaque chalet sont équipés, poêle, frigidaire, tout ça. Ils ont même un petit barbecue au propane sur la galerie aussi. Là. Ah oui. Le propane est inclus aussi. Micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle, chaudron, linge à vaisselle, savon. Tout dans le fond, qu'est-ce que ça prend. Les gens qui arrivent ici, les seules choses qu'ils doivent apporter, c'est le couverture, là, la literie. Oui, évidemment. Et la nourriture. Oui, leur permis de pêche, j'imagine. Oui, le canne à pêche surtout. Je regarde aux jumelles, Marcel, on dirait que chaque chalet a son quai. Est-ce que je me trompe? Oui. Chaque chalet a le quai privé. Avec oui. On met une embarcation par 2 personnes. Si sont 4 adultes, bien, il va y avoir 2 embarcations. 2 chaloupes. Oui. Puis comme là, on arrive à la date où on est, bien, on est en train de sortir des pédalos, les kayaks. Fait que chaque chalet, ils ont 2 kayaks puis un pédalo. À chaque chalet. Ils ont tous le petit kit comme ça. Puis il y a aussi au chalet, à côté du quai, il y a des petites cabanes avec des chargeurs à batterie. Fait, les gens, au lieu de monter ça au chalet puis se promener avec les batteries, bien, en débarquant de la chaloupe, ils peuvent les charger là directement sur place. Ça, c'est bien apprécié aussi. Très apprécié, ça, parce que Oui. tout le monde sait que c'est pesant, une pile. Puis parlant de moteur, il y a moyen de louer des moteurs ici, j'imagine? Oui, on a des moteurs. La plupart des lacs ici, c'est des moteurs électriques. OK. Puis il y en a en location. Puis on a aussi des moteurs à essence. Il y a un lac, le lac Crépeau, qui est très grand, là.
Bien, lui, on peut y aller avec des moteurs essence. Il y en a en location aussi. OK. Les ceintures, c'est la même chose. Dans le fond, tout ce que ça peut prendre pour les activités qui se passent ici, on a tout ce que ça peut prendre, là, on a ça en location. Mais je trouve ça très intéressant, pas dire virage famille, mais tous vos accommodements que vous faites pour plaire à toutes les classes d'âge, finalement. Parce que de plus en plus, on essaie d'attirer les jeunes, on essaie d'attirer les familles. Puis ça prend des accessoires comme ça, si on veut qu'il y ait du plaisir puis qu'ils décident de revenir. C'est vrai qu'il faut s'adapter à la clientèle, puis surtout aux jeunes, de créer des activités pour qu'ils aiment ça, revenir dans la nature Absolument, un peu, qu'ils lâchent les ordi un petit peu. Bien, Marcel, moi, merci de m'avoir fait un topo comme ça de la pourvoirie Trudeau. Même, j'aime beaucoup votre logo, un genre de colibri, là, le petit oiseau-mouche. Là. Je trouve ça très intéressant, c'est vendeur. Hey, merci de ton temps, Marcel. OK, salut. Bye-bye. Bye. Alors, évidemment, hein, je vous avais pas raconté d'histoire, c'était un superbe coin, mais là, j'ai décidé d'aller essayer la pêche. Parce que là, Marcel, il m'a invité. Sylvain, tu reviens. Mais là, j'ai un agenda tellement occupé. J'ai dit, Marcel, ça va être à la fin de l'été complètement que je vais avoir le temps seulement de revenir. Alors, je vous invite aujourd'hui à la pêche. Pêche automnale, on pourrait dire, à la pourvoirie Trudeau. Sur le bout du quai. Ah ben, soda. Une petite cuillère tournante. Même pas d'appât après. Au bout du quai. Regarde ça, toi. Ma première de la journée. J'ai même pas pris le bateau encore. Premier moucheté, premier lancé. Ça, c'est 100 de réussite. Hein? Je sais pas si vous le savez, là, mais un pour un. Ça ne sera pas de même toute la journée. Bon, on va apprendre quand même. Je mets ça dans le panier, puis je continue. C'est le fun. Tiens, là, elle l'est. Oh, c'est lourd, ça. Oh, c'est lourd, ça. Ah oui, c'est plus gros, ça. Une pêche de fin d'été, là, c'est vraiment productif. Le poisson est vraiment actif. Allez, hop! Quand on parle d'une truite d'automne, regardez-y les couleurs. Vraiment un beau spécimen de truite. Et quelle attaque! L'eau refroidit à l'automne, hein? Augmentant le taux d'oxygène dans l'eau, ce qui fait que le poisson est beaucoup plus combatif. C'est comme si on donnait de l'oxygène à un athlète, il performe 2 fois plus, et c'est le cas d'une truite mouchetée en saison comme ça, à la fin de l'été. Vraiment de belles sensations. Et elle se prépare à l'hiver, donc elle avale tout ce qui passe comme proie, ce qui fait qu'avec ma petite cuillère tournante, ici j'ai une petite rooster, aussitôt que ça passe à proximité, j'ai des attaques absolument violentes, ce qui fait que la pêche est des plus intéressantes à ce temps-ci de l'année. Yes! Oh, je l'ai échappé! Elle est revenue! Elle est revenue! Oui! Oh! Regardez ça! Regardez ça! Oh, elle se détache! Oh, la belle robe! Elle a une robe splendide. Des belles couleurs. Le ventre commence à être orangé. Je suis vraiment content de ma truite à la cuillère. On dirait que je suis pris dans le fond. Ou j'ai pris une algue ou... Oh non! Oh non! C'est une belle truite, ça, qui se laissait traîner. Quelquefois, la truite en nage, hein? Puis elle suit le leurre au fur et à mesure que tu ramènes. Et finalement, elle a gobé mon verre sans que je m'en rende compte vraiment, sans me donner... Oh, hé, là, elle vient de s'apercevoir qu'elle était prise. Elle vient de voir la chaloupe. Ah oui!
Oh, elle est dodue, elle. Ouf! Wow! Et regardez-moi la belle truite. Ah, elle est superbe. J'aime ces truites-là foncées, hein? On dirait que plus que l'automne arrive, plus qu'elle a une robe qui se démarque de l'environnement. J'ai rencontré des gens ce matin, ça fait 4 années de suite, qui viennent au mois d'août, tard en saison, à la pourvoirie Trudeau, et ils repartent ici très heureux. Ils font leur pêche de façon facile, et disons que s'ils reviennent, c'est parce que la qualité est là, hein? Ça ment pas, ça. Et je les comprends. Regardez ça. Cuillère ondulante avec un bas de ligne. Et en me déplaçant, pow, ça vient de mordre. Oh oui! Oh, superbe! Viens ici, toi. Oh, regardez-moi la belle truite. Ça, c'est le fun. Hey, regardez les coups de tête que ça me donne. Oh, regardez le beau spécimen. Oh, ça, c'est une belle truite. Une des plus grosses de ce matin. Ah oui, une des plus grosses de ce matin. Elle est juste prise par le rebord de la bouche. Oh, j'aime tellement ça, pêcher au lancer comme ça, dans ces conditions-là. C'est véritablement... Je pense que n'importe qui n'est pas habitué à la pêche s'essaye avec une petite cuillère tournante comme ça et a des combats comme j'ai ici ce matin à pourvoirie Trudeau. Je pense que c'est se réconcilier avec la pêche, puis on n'a plus de raison de s'en passer, surtout que je me mets pas les doigts dans un verre puis que j'appâte pas avec un appât. Un petit leurre au bout de la ligne, puis regardez-moi les truites que je prends, j'en reviens pas. C'est véritablement le bonheur à l'état pur. J'aime les pourvoiries de la Naudière, principalement pourvoirie Trudeau ce matin. Son lac est une véritable sac à surprise parce qu'on en prend régulièrement, toutes pas mal de la même taille, 9-12 pouces, hein, celle qu'on recherche justement, qui est bonne à manger, qui est bonne à consommer. J'ai pu varier mes techniques de pêche. Petite cuillère tournante, petite cuillère ondulante avec un verre, à la traîne, comme au lancer. Bref, une superbe avant-midi. En quelques heures, j'ai fait ma limite de poissons et des beaux poissons, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, j'ai passé d'un excellent moment à pourvoirie Trudeau. Je suis venu cet été, j'ai eu bien du fun, je le rappelle, mais il fallait que je vienne quand même taquiner le poisson. Puis, je voyais encore des gens sur le lac en train de pêcher, puis je comprends de plus en plus pourquoi. Un peu plus tard à l'émission, j'aborde un sujet des plus tranchants, soit l'affûtage ou l'aiguisage de vos couteaux de pêche et de chasse. Mais tout d'abord, j'ai fait un arrêt à la pourvoirie Le Domaine Bazinet pour vous relater quelques trucs de pêche. Je profite de ce moment de repos avec une superbe chute derrière moi. C'est la décharge du lac des Îles. J'étais à la pourvoirie Domaine Bazinet. Ce matin, j'étais sur le Grand Lac à la pêche avec une des propriétaires, hein, Cindy Auger. Et on se questionnait comme ça à la pêche, ouais, quelle couleur de mouche je mettrais bien aujourd'hui. Puis, quelle question existentielle, la couleur de la mouche. Nous allons commencer très tôt au printemps avec du noir. Ensuite de ça, on va passer un peu au brun. Le brun vers le crème, tranquillement, et vers le gris même à la limite. Ensuite de ça, s'opère vers la Saint-Jean-Baptiste, début juillet, une coupure drastique. On va commencer avec du bleu pâle, entre autres. Et là va arriver le fameux vert. On va commencer par les teintes de olive pour s'en aller beaucoup plus vers le vert un peu plus criant. Et le vert va nous amener aux couleurs plus criantes. C'est là qu'on va voir apparaître des mouches jaunes, par exemple, qu'on va commencer à mettre de l'orange sur nos mouches pour terminer la saison, finalement, avec des mouches carrément blanches. C'est un peu ce que j'ai essayé de représenter ici sur ma palette avec différentes variétés de couleurs. Oui, mais comment fait-on pour tester, voir si notre mouche allait fonctionner? Moi, je pêche au lancer léger ce matin. Donc, montage conventionnel, une cuillère ondulante,
un bas de ligne et je lui ai mis un petit appât de plastique, un petit leurre de plastique orange au bout de mon hameçon. Un peu plus haut sur ma ligne, environ 40-80 cm, dépendamment de la distance, je vais lui attacher une mouche. Et si j'ai une attaque sur ma mouche plutôt que sur mon verre, bien à ce moment-là, ça me permet de me concentrer sur ma mouche. Oui, mais là arrive la deuxième question existentielle. Comment je fais pour attacher ma mouche? Ah! C'est sûr qu'il y a moyen de faire une loupe sur notre fil de pêche pour venir nouer notre mouche. Mais attention, ce n'est pas tous les fils à pêche qui vont bien tolérer la présence d'un nœud. Faire un nœud sur une ligne maître de notre canne va souvent réduire son potentiel de résistance jusqu'à 50 %. Il existe quand même des sortes de nœuds un peu plus résistants. Mais j'ai trouvé sur le marché quelque chose d'assez incroyable. C'est un connecteur avec un fil pour qu'on puisse y rattacher une mouche. Donc, je vais tout de suite me faire un bout de fil pour attacher ma mouche. Je recommande que vous preniez un bout de fil d'une très bonne résistance. Ici, j'ai pris un 20 livres. Pourquoi? Pas parce que le poisson, je m'attends à ce qu'il soit très gros. C'est parce que je veux que mon fil ait une certaine rigidité pour qu'il s'éloigne de mon fil principal. Donc, tout de suite, j'enfile mon fil de 20 livres sur ma mouche et je lui noue un fil, un nœud conventionnel, le nœud du pêcheur ou le nœud d'anguille, comme on appelle. Je le mouille pour ne pas qu'il chauffe et je le noue solidement à ma mouche. Je coupe l'excédent. À l'autre extrémité, je vais lui faire une boucle. La boucle que je fais finalement, c'est ce qu'on appelle dans le langage du moucheur le nœud parfait. Le nœud parfait consiste à faire une boucle terminale. Okay? Et l'avantage du nœud parfait, c'est que la boucle est directement enlignée avec le fil de ma mouche, ce qui fait que mon fil va rester perpendiculaire à ma ligne principale. Donc, voici mon montage. Comment je fais maintenant pour relier cette mouche-là à ma ligne à pêche? Je calcule à partir de ma cuillère mon 60 ou 80 cm et je prends mon petit connecteur de couleur blanche. Dans l'industrie, souvent, on va l'appeler le bear paw, comme étant la piste de l'ours. Cela vient en deux sections. Une section qui est un peu la forme d'une torpille fendue et un embout que je vais insérer ma torpille une fois les deux fils réunis. Je prends mon tube et mon fil à pêche provenant de ma canne et avec mon fil à pêche, une fois que je le plie en deux délicatement, je le passe à l'intérieur de mon tube pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Ensuite de ça, cette extrémité-là vient s'insérer dans la petite fente de ma torpille. Voilà, de cette façon. Et vous me voyez venir avec la suite. Lorsque mon connecteur va entrer dans mon cylindre, il va se coincer sur place. Mais attention, avant de le coincer, je viens chercher ma mouche et mon montage que je viens insérer également dans la petite fente de mon connecteur. Et lorsque je entre ma torpille dans le cylindre, eh bien, celui-ci vient se coincer et j'ai ici ma ligne à pêche principale qui est munie d'une mouche à 80 cm de ma cuillère. Remarquez comment que la mouche, elle est perpendiculaire à mon fil à pêche, évitant à ma mouche de venir s'enrouler autour de mon fil principal. Je n'ai fait aucun nœud à ma ligne principale ici, venant affecter la résistance de mon fil. Et mon connecteur est des plus solides parce que lorsque je tire dessus, ça occasionne une pression sur ma ligne principale, empêchant les deux fils de se dénouer. Donc, c'est une façon très simple. Il s'agit d'avoir ce petit connecteur dans notre coffre à pêche. Pour quelques sous, dans tous les bons magasins de chasse et de pêche, vous pouvez vous en procurer. Et ça l'évite ainsi de faire des nœuds de pêche sur notre ligne principale, diminuant sa résistance. Et ça nous permet de mettre la couleur de mouche que l'on veut et de tester qu'est-ce que préfère la truite d'aujourd'hui. Nous autres, les amateurs de plein air, on a toujours été maniaques de couteaux.
depuis qu'on est scout, hein, qu'on gosse des morceaux de bois, puis qu'on fait à peu près n'importe quoi avec des couteaux. Et avec le temps, ben, on veut des couteaux plus raffinés, on veut des couteaux de meilleure qualité, on en porte toujours un à notre ceinture en situation de chasse. Bref, les couteaux font partie intégrante de la vie de tout Nemrod, autant de chasse que de pêche. Pour en faire un peu une nomenclature, commençons par les pêcheurs, les fameux couteaux à fileter, caractéristiques souvent d'une lame relativement longue, très mince et également très fine pour aller chercher la chair des poissons. Donc, c'est des couteaux à fileter, habituellement de lames très flexibles, mais elles vont quand même couper les arêtes des poissons, ce qui fait en sorte que souvent elles vont s'émousser assez rapidement, ce qui fait qu'on va avoir de la misère à couper notre poisson gluant, il va nous glisser d'entre les mains, on va avoir de la difficulté à couper la peau du poisson, surtout pour un achigan ou un brochet par exemple, qui ont des écailles quand même relativement coriaces. Donc c'est des couteaux qui ont une durée de vie relativement limitée, à moins de bien savoir entretenir notre lame. Moi, un peu maniaque, je vous dirais que j'ai quelques couteaux à fileter. J'en ai un pour les petits poissons qu'on appelle les panfish, qui sont les crapets, les perches chaudes, les petits poissons relativement plats. J'ai mon couteau à fileter pour les salmonidés, un petit peu plus long, beaucoup plus fin, pour être capable de couper la peau délicate des ongles et des truites, et ensuite être capable de faire des petits filets sans trop perdre de viande. Et j'ai mon gros couteau à fileter, plus robuste, de lames beaucoup plus épaisses, beaucoup moins flexibles, qui sont pour les plus gros poissons, genre brochet, achigan, doré également, qu'on fait nos fameux filets en portefeuille. Donc, c'est 3 couteaux à fileter que j'utilise relativement souvent à la pêche. Pour le chasseur, eh bien, souvent, le chasseur va être assez pointu sur la qualité de son couteau. Ici, il veut un couteau coupant. Ça veut dire qu'il va être capable d'écorcher ou d'éviscérer son chevreuil, son orignal, et il voudra être capable de terminer son travail, toujours en ayant un couteau qui coupe. Parce que dites-vous bien qu'un couteau qui coupe peu est souvent un couteau qui va vous blesser, parce qu'on va forcer sur certaines structures, on va souvent passer droit, et c'est là que si notre main ou nos doigts sont dans le chemin du couteau, eh bien, il va nous couper et ça peut ruiner un peu notre périple de chasse. Le couteau de chasse conventionnel est un couteau de lame relativement longue, très rigide, absolument aucune flexibilité. On veut que l'acier se poursuive dans le manche pour avoir une bonne prise et ça va nous permettre ici d'être capable d'ouvrir notre animal et d'aller couper les structures pour finalement l'éviscérer. Cependant, ce qui est à la mode, c'est les fameux couteaux de chasse qui ont un éviscérateur, c'est-à-dire un petit tranchant à rebrousse-poil de la lame pour permettre de faire notre première incision, d'ouvrir la cavité abdominale de l'animal, pour ensuite de ça utiliser le tranchant de notre couteau pour aller éviscérer notre animal et en prélever les viscères. Petite mise en garde, faites attention à votre crochet ici de première incision. S'il est trop ouvert, on peut facilement se glisser le doigt à l'intérieur et c'est tranchant comme un scalpel. J'aime personnellement, moi, utiliser les couteaux pliables. Le couteau de chasse pliable, pourquoi? Parce qu'à la ceinture, il prend peu de place. On s'assoit à l'intérieur d'un véhicule. On n'a pas toujours le poignard qui nous rentre dans le coin de la cuisse. Donc, le couteau pliable ici est peu encombrant. Une fois que la lame s'ouvre, il se barre, ce qui empêche la lame de se rabattre sur nos doigts et il est en mesure ici de bien faire son opération. Ce que j'aime particulièrement de ce couteau-là, c'est ce qu'on appelle un flip, c'est qu'il y a notre premier crochet d'éviscération, qui ici, la compagnie a été quand même prévoyante. Elle a mis le bourron pour éviter justement qu'on se pique. Il s'agit simplement d'insérer cette partie-là qui est très tranchante dans la cavité abdominale de l'animal, de le dézipper, comme on dit en langage de chasse, de resserrer cette lame-là à ce moment-là, et une fois ça fait, il s'agira à ce moment-là de sortir l'autre lame et de continuer notre travail. Bref, tout ça est beau. Il y a même de beaux ensembles ici avec le véritable couteau de chasse et son éviscérateur. On a le petit scalpel beaucoup plus coupant. Et à l'endos, ce que j'aime bien, c'est la fameuse petite scie pour couper les os, les pattes, l'os du bassin, entre autres. Donc, un 3 en 1 qui est facilement transportable. Qu'en est-il maintenant du maintien du tranchant de ces lames-là? Bon, on connaît tous le fusain en tant que tel, qui fait une job relativement médiocre. Il y a finalement les genres d'accessoires pour les couteaux à fileter. Il s'agit de passer la lame dedans pour refaire seulement le petit tranchant.
Mais si on veut faire un très bon aiguisage de notre couteau, ça prend véritablement soit une pierre de céramique qu'on va ici utiliser, tout en étant sécuritaire, toujours éloigner la pierre du tranchant de notre couteau. Garder un bon angle, l'angle de tranche, passer à 3-4 reprises avec le côté un peu plus rough, un peu plus rugueux de la pierre. On la pivote du côté beaucoup plus fin et on vient faire la finition de notre lame. Voici pour un des côtés de la lame. Pour le verso de la lame, je vais toujours en m'éloignant de ma lame de couteau, évidemment, pour éviter de me couper. Donc, c'est une des bonnes façons ici de bien aiguiser une lame de couteau. Et si vous êtes un peu plus perfectionné, bien sûr, dans certaines boutiques spécialisées, il y a un petit outil ici au carbure qu'on appelle le Speedy Sharp qui fait quand même d'un bon travail, c'est portatif et ça nous permet d'avoir des objets affûtés en tout temps, autant pour le pêcheur que pour le chasseur. J'espère que ces quelques conseils vous ont plu. Nous, on se retrouve bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.